Bonjour. Eh bien, vous êtes très nombreux en ligne. Là. Il y a plus de 100 personnes. Preuve que le sujet intéresse. Donc, on va se concentrer sur deux usages de l'intelligence artificielle appliquée à la formation, sur un sujet plus spécifique qui est le modèle de production des contenus e-learning, intégrant d'ailleurs au passage l'autotraduction automatique des contenus qui, vous le savez, est souvent une épine dans le pied des responsables formation. Alors, avant de commencer et de vous présenter les intervenants de cette sorte de table ronde, finalement, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions, contribuer à travers des outils très simples à utiliser qui figurent sur la plateforme Livestorm qui est utilisée par Expertime pour ce webinaire. Donc n'hésitez pas. Je rappelle aussi que l'enregistrement du webinaire va intervenir et que vous le recevrez post-webinaire. Donc vous aurez tout un matériel que vous pouvez réutiliser, exploiter à votre guise de retour de votre entreprise. Je vais donc. Ah, je vois des points des pouces qui se lèvent. Donc on est content de mon commentaire. Oh, il y en a beaucoup là. Merci, merci, merci. Alors, je vais commencer par présenter nos intervenants, plus exactement, leur demander de se présenter. Et puis finalement, à tout seigneur, tout honneur, puisque nous avons la chance ici d'avoir François Brunet, qui est responsable programme e-learning d'Auchan Retail International. Donc, François, je vous laisse vous présenter. Merci Michel, bonjour à tous. Donc je suis François Brunet, responsable de programmes learning internationaux chez Auchan. Notre rôle effectivement c'est d'être en lien avec nos pays et d'être en posture de service pour leur donner la meilleure expérience possible et effectivement être à l'écoute en termes d'efficacité et de rapidité d'exécution. Mathieu, comme tu es la puissance invitante, puisque je n'oublie pas que c'est un webinaire qui a été demandé par Expertime et que c'est vous qui administrez la plateforme. Absolument. Donc, Mathieu Itzig, au développement d'Expertime, qui est un acteur depuis plus de 20 ans, spécialisé dans le développement des compétences, donc éditeur d'une plateforme XLMS, éditeur d'une plateforme de live training MobiTeach, et distributeur depuis plus de 10 ans maintenant d'Elucidate, enfin plus de 10 ans, ça fera 10 ans en 2024. C'est le moment un peu de dire pourquoi Elucidate. On est allé chercher Elucidate parce qu'on était à un virage où on était très intéressé par les solutions auteurs collaboratives. On a été acteur sur ce terrain-là avec une solution Flash. C'était la fin de Flash et on cherchait une solution qui allait à la fois conjuguer le collaboratif en proposant, je dirais, du contenu de qualité, mais aussi de la facilité de production, puisqu'en fait, on anticipait la démocratisation de la création de contenu. Donc, c'était la ligne rouge de la stratégie d'Elucidate qui a été magnifiquement, tenue depuis. Et là, avec effectivement une étape très importante qu'on va voir. Donc, Elucidate, c'est un acteur, c'est éditeur anglais, qui permet de transformer l'expérience e-learning à grande échelle. Aujourd'hui, c'est 40 millions d'utilisateurs, d'apprenants sur les contenus produits par Elucidate. C'est très impressionnant. C'est des clients de toute taille, mais une vraie valeur stratégique pour les sociétés, les grandes organisations, avec un ROI financier qu'on a étudié, qui est de plus de 15%. En termes d'économie de budget sur des budgets qui sont absolument colossaux dans ces grandes organisations et avec des tas, alors qui se déclinent par des tas d'aspects. Je vais n'en citer qu'un ou deux, mais un seul projet pour publier sur un smartphone et sur un PC, c'est déjà une économie en soi. La publication, republication en ligne sans passer par l'administration plateforme, plein de sujets comme ça qui sont déjà des valeurs éprouvées par nos clients. On travaille avec Nissan au niveau mondial, avec Renault, Decathlon, ADO et Leroy Merlin, avec le Lyon, même depuis peu avec un acteur du secteur de la défense sur une solution qui est pourtant en mode SaaS, donc avec MBDA. Et puis ensuite des clients d'Elucidate aux États-Unis comme Coca-Cola ou Walmart. Voilà, donc des très très belles
référence. Voilà. Donc, on est très fiers de cette collaboration et on a une équipe chez nous, un département qui est vraiment dédié à l'accompagnement de ses clients et à la production de contenu pour nos clients. Peut-être que François aura l'occasion d'évoquer ça. Et on a la chance d'avoir Carlos qui est partenaire manager d'Elucida présent et qui va donc être d'ailleurs à la manœuvre pour deux démonstrations que nous allons voir parce qu'il faut donner un petit peu de chair évidemment à tout ça. Carlos, je pense qu'on ne va pas beaucoup insister sur la présentation parce qu'il me semble que Mathieu a dit beaucoup de bonnes choses concernant Elucida, n'est-ce pas? Très, très élogieux, merci beaucoup Mathieu. Donc oui, brièvement, mon nom est Carlos Payan. Je suis le responsable des partenariats et des grands comptes à Elucidat et je travaille en rapproché avec les équipes de Expert Team et avec nos clients directs. Et oui, c'est un grand plaisir de collaborer avec Mathieu. Je ne peux pas rajouter à cette belle éloge. Très bien. Alors, on va passer dans le vif du sujet. J'aimerais introduire le sujet finalement reprenant un article que j'ai écrit récemment dans l'e-learning sur ce que j'ai appelé le 5e âge de la production des contenus. Alors, je ne vais pas évidemment vous faire tout un historique de la chose, mais vous comprendrez bien, je pense que ça va vous parler, qu'on arrive à un point avec l'intelligence artificielle qui est une rupture en fait par rapport à la courbe qu'on a eue depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, je vous rappelle que finalement, au démarrage, la plupart des modules e-learning sur mesure sont créés par des studios de production spécialisés qui font souvent du très bon travail à travers des projets cycle en V. Il faut le storyboard, il faut développer après l'informatique qui correspond au module e-learning, etc. Et ça évidemment, c'est cher. Ça ne correspond pas à tous les besoins des entreprises et c'est parfois un petit peu long à produire. Assez rapidement arrive, c'est ce que j'appellerais le 2e âge, c'est-à-dire l'âge des outils auteurs simples, notamment de rapid learning. Hein, je ne vous fais pas un dessin. Et là, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est on donne de l'autonomie aux formateurs, aux concepteurs qui n'ont pas besoin d'être des spécialistes de la conception multimédia et qui vont être capables de créer finalement des modules e-learning relativement simplement, rapidement, sur des problématiques du quotidien de l'entreprise. Donc il y a une multitude d'outils auteurs qui se développent à ce moment-là. Encore une fois, je n'entre pas dans le détail, mais l'entreprise finalement se dit à un moment donné, c'est au 3e âge qu'on arrive. Est-ce que je produis en interne? Est-ce que je produis en externe? Eh bien, les deux. C'est-à-dire qu'un certain nombre de modules vont être produits en sous-traitance, par exemple, parce que ce doivent être des modules de grande qualité ou d'une grande pérennité à l'intérieur de l'entreprise ou dédiés à des publics spécifiques d'entreprise. Et en parallèle de ça, l'entreprise utilise très facilement des outils auteurs internes. Le 4e âge, quel serait-il? Le 4e âge, c'est celui qu'on a vu arriver quand on a beaucoup entendu parler de collaborative learning. C'est-à-dire qu'au fond, on donne des outils à des experts de métier, des experts terrain, qui vont se les approprier sans être forcément des pédagogues, même si ce sont des experts qui en général sont animés du désir de transmettre. Et surtout, la collaboration va se nouer entre ces experts métiers, les formateurs éventuellement, les apprenants qui vont réagir sur les produits qui sont réalisés par ces experts métiers et on voit apparaître des plateformes de collaborative learning. Grosso modo, on a tout cela. Alors, quand on regarde un petit peu les moteurs qui animent ces évolutions, on s'aperçoit qu'il s'agit de pouvoir produire plus rapidement, de pouvoir produire à moindre coût, de pouvoir mobiliser l'intelligence collective de l'entreprise, des experts notamment. Et au fond, il y a un petit peu cette idée que, puisqu'on est tous apprenants, un jour on sera tous sachants et tous sachants, on doit être capable finalement d'être tous producteurs de contenu. Avec évidemment les outils de l'intelligence générative, intelligence artificielle générative, on entre dans un tout autre domaine puisque notamment l'intelligence artificielle, mais je ne citerai que ça parce qu'on va le voir pendant notre webinaire, intervient en amont du processus de production, par exemple sur la matière à organiser, la matière à transmettre, le choix des axes les plus pertinents,
ainsi que la façon de structurer et de concevoir un cours en décidant au passage des meilleurs formats utilisés en fonction des apprenants. Donc, l'adaptive learning est aussi de la partie, si je puis dire. Donc, l'intelligence artificielle générative va insister sur la transmission des savoirs et des compétences, la vérification de l'acquisition par des questions qui seront suggérées d'ailleurs par le robot conversationnel. On va prendre par exemple un prompt, dresse une liste ChatGPT, puisqu'on parle beaucoup de lui, mais il y en a d'autres, dresse une liste de 10 questions pour vérifier que la compétence animer une réunion a bien été acquise. Ça, ce sera un premier prompt. Et puis un deuxième prompt décline 5 objectifs pédagogiques pour chacune des compétences qui figurent dans cette liste. Voilà, on est entré dans un autre monde. Donc c'est ça que je voudrais qu'on explore aujourd'hui avec nos invités, qui sont encore une fois des spécialistes. Mais peut-être qu'avant ça, il faudra en passer par un sondage. Alors là, je vais vivre dangereusement, puisque je vais essayer de lancer le sondage, mais j'y parviens. Voilà, donc je vous soumets finalement dans l'onglet sondage la question suivante. Quel impact aura selon vous l'intelligence artificielle générative sur les métiers de la formation d'entreprise? Vous avez plusieurs réponses possibles. La productivité des services formation, productivité va augmenter. Les services formation vont réduire leur effectif. Des métiers de formation vont disparaître. La qualité des offres de services, des services formation va s'accroître. Les experts, vous pouvez d'ores et déjà voter, bien sûr. Les experts de terrain vont s'affranchir des concepteurs pédagogiques. L'usage de l'intelligence artificielle va se généraliser dans tous les métiers de la formation. Les professionnels de formation seront capables de s'adapter aux nouveaux usages de l'IA. Le métier du service formation va devenir plus intéressant. Et là, je vois que voilà, il y a déjà 65 votes qui ont été lancés et on a une petite image de ce que 90 votes bientôt, de ce que vous êtes en train de penser de tout cela. 101 votes, 102 votes, il va être temps de clôturer. On va s'arrêter là. De toute façon, il n'y a pas de clôture d'ailleurs là-dessus, mais on va s'arrêter là pour examiner les votes. Alors, je ne sais pas, Mathieu, s'il est possible de faire partager la totalité des votes, la vision des votes à tout le monde. Mais en tous les cas, je vais vous donner le top 3 des réponses que vous avez données. La première réponse qui arrive vraiment tout en haut et d'assez loin, avec 22% des votes, l'usage de l'intelligence artificielle va se généraliser dans tous les métiers de la formation. Vient ensuite la productivité des services formation qui va augmenter, puis les professionnels de formation seront capables de s'adapter aux nouveaux usages de l'intelligence artificielle. Eh bien, voilà de beaux résultats. Je ne résiste pas, François, comment dirais-je, au plaisir de vous faire réagir là-dessus, parce que je trouve ça plutôt très positif. Qu'en pensez-vous ? C'est un petit peu le trio gagnant. J'avais coché un petit peu la même chose, pour être honnête. Donc oui, l'usage de l'IA va se généraliser dans tous les métiers de la formation à partir du moment où l'outil sera accessible et où le bénéfice pour à la fois le formateur et l'apprenant in fine sera, je dirais, vraiment validé, et je pense que c'est en phase de l'être. Sur tous ces enjeux, en fait, moi je boucle un petit peu avec mon périmètre. Donc au niveau corporate, comme c'est le cas chez Auchan, mais je pense que c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, on a rarement en fait une posture hiérarchique vis-à-vis des pays qui sont sous notre je dirais administration au sens très large du terme, et donc en fait notre rôle sera plutôt incitateur. Et pour parler justement de ces usages de l'IA qui vont se généraliser dans les métiers de la formation, effectivement, on est appelé, nous, à déployer des programmes de formation sur des sujets transverses et qui va intéresser tout pays, comme la data, la compliance et chez nous, plus récemment, je dirais, le climat. Et de fait, avoir des outils qui nous permettent effectivement de travailler avec plus d'agilité, et on le verra tout à l'heure avec des systèmes d'autotraduction, par exemple, c'est un vrai intérêt. Ça, c'est une évidence en termes pour incarner notre qualité de service
et puis pour être plus efficace. Tout à fait. Merci François. Mathieu et Carlos, je ne vais pas vous demander de commenter les résultats du sondage parce qu'on a un programme qui est assez lourd. J'aimerais qu'on passe maintenant à notre premier chapitre, c'est-à-dire est-ce que l'intelligence artificielle va faciliter la traduction des modules e-learning. Et là, je vais peut-être laisser à Mathieu le soin de donner son expérience de fournisseur sur la question de la traduction des contenus e-learning dans des grandes organisations internationalisées qui ont parfois beaucoup de langues, des langues très développées, très pratiquées dans l'entreprise, mais parfois des langues beaucoup plus spécifiques. J'aimerais ton avis là-dessus et j'aimerais ensuite que François apporte évidemment le point de vue de son organisation là-dessus. Le sujet des traductions, c'est un sujet qui coûte très très cher aux organisations. C'est vraiment des budgets très importants. C'est un budget qui consomme, donc très important en termes d'achat de prestations. Ensuite, ça consomme beaucoup de temps, de délai en fait dans la délivrance des projets. Donc c'est un autre sujet. Et donc, Elucidate, on était plutôt déjà avec une solution qui supportait bien ces démarches-là, puisque on peut traduire, je dirais, en ce qu'on appelle en WYSIWYG, c'est-à-dire vraiment dans l'écran si on le souhaite, mais sinon on a de l'export XLIF, c'est-à-dire les fichiers vers les moteurs de traduction pour réimport. Et donc, c'est déjà un process qui était très utile. On a vu, par exemple, chez Stellantis, un projet qui concernait 150 000 apprenants. Un projet absolument colossal. Il a été publié dans un premier temps dans 2 langues, le français et l'anglais. Et puis, Stellantis a progressivement rajouté des langues. Et c'est vrai que Elucidate permettant d'avoir des modules multilangues, ça permettait déjà à Stellantis de ne pas avoir à repasser par l'administration LMS, l'import, les tests, etc. C'était simplement une republication de la nouvelle langue à partir d'Elucidate. Donc c'était déjà quelque chose qui était très intéressant. Ensuite, ce qu'on voit sur là, pour le coup, les facilités qu'apporte l'auto-traduction, les réactions des clients aujourd'hui. Je ne vais pas parler à la place de François pour Auchan, je vais dire ce que j'ai entendu de Radial, qui est également un de nos clients. Et Radial a notamment des équipes qui produisent un peu partout et en Inde. Et les équipes qui sont en Inde ont participé à notre dernier club utilisateur et elles ont dit, mais ce qui est formidable, c'est que désormais, les apprenants vont apprendre dans leur propre langue. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça donne les moyens de s'adresser aux apprenants dans leur langue quand ce n'était pas accessible avant. Donc voilà déjà des points importants. François, enjeu et problématique de la traduction dans une grande entreprise comme Auchan. Alors déjà, je confirme les propos de Mathieu sur la partie coût. Effectivement, quand on propose un module e-learning à l'international et qu'il faut le traduire dans chacune des langues locales, ce que font généralement nos pays, c'est qu'ils vont choisir un prestataire local pour assurer ces traductions. Donc, on a en fait une multiplication des coûts par le nombre de pays concernés, évidemment. Donc ça, c'est un premier point et c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Je dirais que c'est un vrai frein à la mise en circulation, je dirais, d'un module sur un sujet transverse. La notion de coût est un vrai frein. Et donc derrière, ce sont des choses qui effectivement est pénalisant pour le déploiement d'un certain nombre de formations. La deuxième problématique, je dirais, sur cette partie de faire traduire en local, c'est une notion de temporalité. Parce qu'en fait, lorsqu'on lance un programme de formation, l'idée, pour lui donner toute sa puissance à l'international, c'est que le lancement fasse l'objet potentiellement d'un kick-off et que tout le monde lance la même formation au même moment pour donner plus de puissance. Si effectivement le pays X, pour des raisons X ou Y, n'a pas encore eu le temps de faire prester la traduction, on a très souvent des décalages, en tout cas on l'a vécu.
entre 3 pays qui seront prêts, un quatrième qui est pas tout à fait prêt, et puis 5 autres qui sont pas prêts du tout. Et donc derrière, forcément, on manque d'impact sur ces lancements de grands programmes internationaux. Donc oui, un système qui permet, via l'intelligence artificielle, de proposer une autotraduction en quasi instantané, en termes de temporalité et de donner de la puissance pour en fait lancer une démarche concerter tout pays à l'international a vraiment de la valeur, vraiment. Merci François. Alors, écoutez, vous nous avez tous les deux mis en haleine pour la suite. Donc, effectivement, on va voir de quelle façon Elucida y répond. Et j'ai demandé à Carlos de nous préparer quelques slides pour expliquer, avec des copies d'écran, pour expliquer comment ça se passe. C'est moi qui ai insisté pour que ce ne soit pas une démonstration en ligne. Je n'avais pas envie qu'on se retrouve éventuellement avec des problèmes de connexion et que ça gâche le plaisir. Donc, Carlos, eh bien, Oui. à vous la parole. Je vous laisse présenter les fonctionnalités de traduction automatique utilisées par l'IA dans Elucida. Merci beaucoup à tous. Oui, comme Mathieu le mentionne, Elucidat, travaillant avec des sociétés à échelle internationale, on a toujours voulu pouvoir adresser le problème autour de la traduction. Mais il nous manquait toujours ce dernier élément qui était qu'en fait, les traductions devaient quand même être faites par le client. Ensuite, la facilité de pouvoir distribuer le contenu, ça, on avait géré tout ça. Maintenant, avec les nouvelles solutions et l'intelligence artificielle, on a pu régler cette dernière pièce du puzzle qui nous manquait, qui était en fait de l'autotraduction directement d'un projet dans Elucidat. Donc là, ce que vous avez devant les yeux, c'est l'écran, la page d'entrée en fait du nouvelle interface Elucidat Create. Donc avec Elucidat maintenant, vous pouvez désormais traduire tous vos projets dans chacune des 75 langues proposées. Et je vais vous montrer comment ça marche directement avec une traduction très très rapide sur un compte Create. Donc comme vous pouvez le constater sur l'écran, la nouvelle interface n'est pour l'instant disponible qu'en anglais, mais la prochaine phase de lancement en début 2024, elle sera disponible en diverses langues, dont le français. Donc, à partir de cette page, vous avez accès à tous vos projets, y compris ceux en cours de création. Vous pouvez les identifier à travers leur nom, vous pouvez les identifier à travers leur statut, qui en est le propriétaire, et même la langue. Sur le côté gauche, vous avez accès à votre librairie de contenu avec toutes les images, les photos, les vidéos, et ainsi de suite, ainsi qu'à divers brandings que votre société aura mis à disposition. Donc, c'est juste pour présenter un petit peu l'écran. Et à partir de cette page, vous pouvez aussi lancer les traductions. La procédure ne peut être plus simple ou plus rapide. Vous choisissez le projet, vous ouvrez le menu déroulant qui permet le contrôle de nombreuses actions sur chaque projet et vous sélectionnez la traduction, Translate. Vous choisissez ensuite la langue de votre choix. Et pour cet exemple, j'ai choisi une langue moins courante, le bosniaque. Avoir accès à 75 langues permet d'offrir la même qualité de contenu à travers toute l'organisation, même dans les territoires ou dans les langues moins exposées. Imaginez un peu la réaction de vos collaborateurs en Bosnie quand ils ouvrent le LMS lundi et découvrent que toutes les formations et les communications sont désormais disponibles dans leur langue. Imaginez l'impact sur leur engagement vis-à-vis de leur formation et de leur carrière. Alors, selon la taille du projet, vous aurez la version entièrement traduite en moins de 60 secondes. Donc, comme vous le voyez, vous avez désormais devant vous une nouvelle variante du projet disponible en bosniaque. Le projet est présenté en mode éditeur, permettant d'y faire des ajustements, tels que changer les images ou les vidéos, si besoin est. Toutes les interactions, que ce soit devant ou derrière, auront été traduites. Et sur le compte Elucidat, vous pourrez voir toutes les versions traduites d'un même projet. Vous pourrez ainsi les sélectionner pour les publier à travers un SCORM multilingue unique, ou vous pouvez les publier séparément. Pour nous, l'important, c'est que la facilité et la rapidité de notre auto-translate, ainsi que toutes les économies qui vont avec,
vont permettre à nos clients de créer un processus secondaire de vérification et de sanction qui pourra se faire avec l'aide de collaborateurs au sein même de la société et à qui vous pouvez donner accès direct à Elucidate pour y faire les corrections directement dans le projet, ou vous pourrez continuer à utiliser des partenaires externes, comme le disait Mathieu, en téléchargeant les projets à travers des fichiers CSV ou XLIF que vous pourrez ensuite retélécharger dans Elucidate. Merci Carlos. Alors on va demander maintenant le point de vue de François, parce que on sait que quand on écoute un éditeur de logiciel, évidemment, le marketing est là pour dire que tout est beau, tout est rapide, etc. Mais pratiquement, François, est-ce que chez Auchan, vous utilisez cette fonctionnalité de traduction ou est-ce que vous avez commencé à l'expérimenter? Et quel est votre avis là-dessus? Alors, on a effectivement commencé à l'expérimenter sur 3 modules, avec des retours qui sont globalement très positifs, avec quelques petits bémols aussi que j'évoquerai tout à l'heure. Ce qui m'a surtout interpellé, c'est qu'en fait, cet outil-là renforce en fait quelque part notre posture de service en tant que corporate. Ça, c'est important. Et puis permet d'une certaine façon de désiloter l'entreprise, parce que dans toute grande structure, on a parfois des silos métiers ou des silos pays qui se mettent en place avec quelque part une circulation de l'information qui reste dans l'organisation ou la sous-organisation elle-même. Et effectivement, le fait d'avoir cette souplesse d'adaptation, de pouvoir à un moment donné, le pays, le Portugal par exemple, qui a une formation majeure, qu'il souhaite partager à un autre pays, il peut effectivement proposer une version en hongrois, en russe ou en ukrainien. Et donc, on a cette nouvelle souplesse qu'on n'avait pas avant, et c'est un point sacrément positif, parce que l'idée, quand même, c'est d'incarner l'entreprise en réseau. Et pour faire en sorte que ce ne soit pas que des démos, des outils comme l'autotraduction sont fort utiles pour nous aider à parvenir à nos fins. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'outil est auto-apprenant. Et donc, de fait, il va se nourrir des traductions passées pour, gagner en pertinence. Et alors, on a eu quelques retours un peu plus mitigés, notamment sur la partie Hongrie, où là, on avait effectivement une traduction qui était un petit peu plus de type mot à mot, et qu'il a fallu reprendre. Mais au global, toutes langues confondues, on a eu quand même d'excellents retours. Quand je parle d'excellents retours, en fait, ce qui est important, c'est de faire ce calcul-là, parce que nos learning managers pays, eux, le font. La notion de temps est absolument majeure, et de fait, lorsqu'on est face à une version auto-traduite, effectivement, il y a un travail de relecture à faire, parce que on doit s'assurer que tout est OK. Si ce travail de relecture doit reprendre énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de corrections à faire, autant rester en local. Ça n'est pas le cas avec AutoTrade. C'était un petit peu ma crainte. J'avais un petit peu peur que ce soit un système Google Translate ou DeepL amélioré. On a eu plutôt effectivement c'était plutôt une bonne surprise que d'utiliser cet outil. Voilà, je pense que ce qu'il faut potentiellement améliorer, c'est que cet outil, via l'intelligence artificielle et son système auto-apprenant, intègre l'intentionnalité culturelle du pays. On a parfois peut-être des retouches à faire sur certaines, sur certaines phrases qu'on utilise en langage courant. Si je dis par exemple pour la France, il pleut des cordes, je suis pas certain que en russe ou en ukrainien ça sera correctement traduit. Donc on a cette effectivement intentionnalité culturelle à intégrer via l'intelligence artificielle, et je ne doute pas qu'on y arrivera. Donc là c'est plutôt intéressant. Voilà, je pense qu'au global c'est vraiment très 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 positif. Ce qui permet aussi, et ça c'est intéressant, comme l'outil est pertinent, d'avoir la possibilité de faire des arbitrages finalement pour les pays en question qui n'avaient pas d'autre solution que de faire prester en local. Aujourd'hui, il peut se dire, eu égard à la qualité de la traduction, est-ce que finalement j'ai un intérêt à continuer à faire mes prestations?
La réponse sera probablement non. L'outil AutoTranslate, je dirais, répond à tout cela. Et de fait, on peut aussi nous se poser les mêmes questions, de se dire est-ce que effectivement on va faire corriger, si correction il y a, en interne le résultat de l'autotraduction de façon donc internaliser cette relecture ou la prester. Bon, le calcul est relativement vite fait. S'il n'y a pas grand-chose à corriger, on va rester dans l'interne. Donc, on a quand même, et on a pu le vérifier déjà avec ces trois essais, des économies d'échelle qui sont franchement non négligeables. Et c'est effectivement de l'argent que les pays peuvent mettre de côté pour faire autre chose, et notamment déployer potentiellement d'autres modules de formation pour leurs apprenants, voire même à l'international. François, si je résume ce que je viens d'entendre, en tous les cas, deux choses qui m'ont marqué. Déjà, on est capable aujourd'hui, avec cet outil, de proposer une traduction automatique dans des langues que l'entreprise aurait les plus grandes difficultés à couvrir parce qu'il y aurait quelques dizaines, même pas, de locuteurs. Donc tout le monde est aujourd'hui servi. Et puis, et le tout à le moindre coût, bien entendu. Et autre chose, je retiens que la capacité d'apprendre qui existe dans la machine, dans les algorithmes, lui permettra progressivement de prendre en compte, à partir des corrections que vous faites, y compris les aspects culturels, parce qu'évidemment, la traduction ne se limite pas à traduire un texte, mais aussi à prendre en compte, au-delà même de l'idiomatique, les contextes culturels. Donc, je retiens ça qui est très, très important. Je vois, Mathieu, qu'il y a beaucoup de commentaires, de questions, et c'est drôle parce que l'audience est en train de travailler de son côté sur tout ça, d'échanger entre elles, et je trouve que c'est absolument parfait. Est-ce que dans tous les commentaires que tu as vus ou les questions qui ont été posées, il y a des choses qui t'intéressent, que tu aimerais soulever? Moi, j'ai retenu par exemple la question évidemment des ressources vidéo. Est-ce que la traduction est aussi la traduction sur les ressources vidéo, sur les voix qui sont à l'intérieur des vidéos? Bref, je te laisse répondre à 2 ou 3 questions et on passera au deuxième point de notre ordre du jour. Ouais, il y a notamment un point qui avait été soulevé par nos clients qui est Renault, qui nous a dit bon, ça nous a amusé la première fois de traduire un nom de produit qui est le Duster, qui est un de leurs véhicules qui était traduit en plumeau. Ils ont trouvé ça amusant la première fois, mais ils se sont dit il va pas falloir qu'on le traduise à chaque fois. Donc effectivement, l'enjeu de la mémoire de traduction était un sujet également important, et voilà, Elucidat a pu effectivement aller sur ce terrain-là. Voilà, donc après, je sais pas, Carlos, sur les aspects, c'est vrai que la traduction, c'est la traduction de tous les éléments. Je pense que c'est ça aussi une des qualités du dispositif qui est mis en place. Voilà, c'est tous les sujets sont traduits. S'il y a des sous-titres de vidéo, ils vont être traduits également. Oui, tout à fait. On a essayé de faire en sorte que tout soit couvert. Et pour en revenir sur le point que François mentionnait, c'est que de pouvoir faire la contextualisation de tout le contenu, en fait, pour que la traduction soit aussi pertinente que possible. Donc, on travaille dessus et au fur et à mesure, ça va continuer à auto-apprendre. Et ça nous permettra d'avoir une meilleure visibilité, une traduction beaucoup plus pertinente du contenu complet. Je rebondis aussi sur un point qui me semble important. Le fait que le module soit proposé dans la langue locale nous aide de passer, je dirais, de l'entreprise apprenante à l'entreprise qui apprend vraiment, puisqu'effectivement il y a une meilleure, je dirais, il y a un meilleur accès, une plus grande envie de l'apprenant de se connecter à l'outil. Alors, effectivement, l'outil propose 75 langues et c'est déjà pas mal. Donc, moi, je profite de cette tribune pour en rajouter une 76e qui m'intéresserait moi personnellement. C'est le Wolof, qui est une langue locale sénégalaise qui est fort utilisée. Et j'avoue que traduire des modules en Wolof nous serait d'une grande utilité pour nos collaborateurs sénégalais. Merci. Carlos, c'est noté, j'imagine. C'est noté, oui. Bien. Passons à notre deuxième point. Évidemment, on s'était réservé le premier un peu comme une mise en jambe parce que
La grande question, là, c'est dans quelle mesure l'intelligence artificielle générative permet de nous assister dans la production de modules e-learning. Alors, j'aimerais qu'on mette effectivement cela en perspective. Mathieu, de ton point de vue d'expert, fournisseur, croisant et recroisant dans les entreprises de toute taille et tout secteur d'activité, quels sont les enjeux et problématiques de la production e-learning qui continuent d'être prégnants aujourd'hui, et on verra de quelle façon l'intelligence artificielle vient apporter une rupture à tout ça. En fait, il me semble que les entreprises sont en permanence à arbitrer entre ce qui est souhaitable en termes de production et ce qui est faisable en termes de budget et en termes de capacité de mener les projets. Et donc il y a des arbitrages, et les arbitrages, ça veut dire que on fait effectivement beaucoup de sacrifices dans ce qui serait souhaitable. Donc ça, je pense que clairement, ce qu'on va voir, c'est que ça change radicalement la donne de ce point de vue-là. Ensuite, il y a beaucoup et ça on l'entend, je dirais, dans l'appétit de nos clients à qui on a pu commencer à parler de cette nouvelle fonctionnalité, c'est tous ces contenus qui aujourd'hui restent confidentiels en matière de distribution, toutes les productions qui sont faites sur du PowerPoint notamment et qui sont diffusées, je dirais, en live et donc avec très peu d'audience. Là, tout d'un coup, on peut passer aux larges bandes et ça fait une différence. Donc, beaucoup de choses qui sont sous les radars peuvent tout d'un coup accéder à une plateforme LMS et à une attractivité pour l'auto-formation. Donc ça, c'est vraiment un changement. Voilà. Et puis après, c'est ce qui était fait au niveau corporate, ce qui peut devenir fait au niveau local. Ça a été évoqué par François. Et puis, Elucidate a toujours été sur une articulation qui me semblait vraiment très intéressante, c'est-à-dire l'outil qui permet de à la fois sous-traiter et produire en interne, c'est-à-dire permettre à des gens dont c'est le cœur de métier de faire des modules de grande qualité et en même temps être capable de produire avec en fait des activités et une ergonomie qui soit cohérente en interne. Donc ça a toujours été l'atout d'Elucidate. Là, la dimension interne va vraiment pouvoir exploser. J'ai évoqué des grands comptes comme Renault, comme Nissan, qui ont une vraie dominante de production externalisée. Là, je vois que ça va chez eux pouvoir changer les frontières. On a des clients comme Decathlon qui, eux, ont fait à 95% de l'internalisation. Ça sera probablement l'occasion d'une montée en qualité, en fait, aussi des productions. Peut-être de manière surprenante, hein, mais en tout cas la perception que j'ai, c'est la possibilité d'avoir une qualité assez homogène des contenus, avec un temps qui est plus consacré, je dirais, à l'enjeu pédagogique. Donc ça me paraît un point intéressant. François, du point de vue d'Auchan Retail, problématique et enjeu de la production e-learning aujourd'hui? Alors, il y a un premier enjeu qui est celui d'une éventuelle pénurie d'expertise dans l'entreprise, dans le sens où tous les responsables learning managers ne sont pas tous experts en production de contenu. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le fait d'avoir un outil intelligence artificielle qui permet quelque part de démocratiser l'utilisation de cet outil pour produire quelque part un module e-learning est forcément intéressant. Le deuxième point que j'évoquerai, c'est que on a énormément finalement de contenus qui sont en déshérence, des contenus PowerPoint par exemple, parce que et qui pour autant ont mobilisé beaucoup de matière grise et qui ont une vraie valeur ajoutée. Le fait est, c'est que le format proposé nourrit les drives partagés et finit par tomber dans l'oubli. Le fait d'avoir la possibilité via l'intelligence artificielle de transformer ces contenus pertinents et les proposer en solution e-learning scénarisée, ça permet quand même quelque part de réenchanter la formation concernée.
Et enfin, et c'est en lien direct avec ce que je viens d'évoquer, je pense que si on veut passer de l'entreprise apprenante à l'entreprise qui apprend concrètement, on se doit quelque part de réinventer notre façon de faire passer les messages, de moderniser nos supports de formation. Et effectivement, on peut très bien passer d'un système où on était dans une logique tout présentielle, avec des PowerPoint, avec un certain nombre d'exercices, à des parcours qui sont un petit peu plus originaux, type blended, donc mixé, où on aurait par exemple une classe virtuelle d'introduction qui met en scène des dirigeants qui donnent le sens, un module e-learning qui va peut-être cristalliser sur des notions de définition, et puis effectivement un module présentiel qui sera plutôt une mise en application concrète à l'échelle du métier de ce qui vient d'être appris. Donc, de toutes les notions qui viennent d'être vues. Et donc, on arrive sur des parcours qui sont beaucoup plus motivants, beaucoup plus intéressants, en soulageant, je dirais, les équipes learning de la partie qui est la plus chronophage, qui est celle justement de la production d'un module e-learning. Alors, de nouveau, j'ai l'eau à la bouche, mais grâce à Carlos, qui va venir avec sa démonstration, ses screenshots, on va en savoir plus. Carlos. Merci Michel. Oui, donc en effet, au sein d'Elucidate, on était vraiment conscient que les créateurs de contenu sont confrontés à beaucoup de problèmes vis-à-vis de la demande, le volume de demande, et aussi la qualité qui est requise sur la création de contenu. Donc la question qui revient toujours, c'est comment impliquer les experts métiers dans la création de contenu, avec un minimum de formation à leur donner et un maximum de protection et de sauvegarde. Donc l'intelligence artificielle offre le potentiel de résoudre tous ces problèmes, mais uniquement s'il est utilisé de façon correctement et sécurisée. On sait que de toute façon, tout contenu qui va être créé ou généré par l'intelligence artificielle se devra d'être extrêmement précis et pertinent, car l'inverse pourrait entraîner des énormes conséquences en termes de risques et de problématiques pour l'entreprise. Donc avec Elucidate, chez Elucidate, on a profité de cette opportunité pour redéfinir et créer un processus de développement du e-learning avec l'assistance de l'intelligence artificielle afin de garantir que le e-learning créé ait un réel impact. Et Elucidate fournit en même temps les garde-fous pour utiliser l'intelligence artificielle en toute sécurité dans le cadre de l'apprentissage. Et à mesure que nous déployons cette intelligence artificielle, nous travaillons avec les utilisateurs actuels pour nous assurer que les solutions sont influencées et approuvées par le client. Et cette collaboration va continuer tout le long de ce projet de développement qui va durer et on va trouver une solution vers le futur pour tout le monde. Alors, je vais vous montrer encore une fois très rapidement comment ça marche dans la nouvelle interface Elucidate Create. Donc, on est de retour sur la page de lancement de votre compte Elucidate. Et à partir de cette page, c'est là que vous pouvez aussi créer les nouveaux contenus à travers le bouton rose. Et dans un premier temps, je vais vous montrer comment on commence la création d'un projet, désormais avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Donc, comme vous le voyez sur le menu déroulant, les deux nouvelles options sont maintenant disponibles. Create with AI, donc créer avec l'IA, ou par le téléchargement d'un fichier PowerPoint. Si vous choisissez l'option Create with AI, créer avec l'IA, vous aurez deux autres choix qui s'offrent à vous. Le deuxième est de faire un copier-coller, une façon très simple et rapide d'extraire des informations à partir de documents existants, que ce soit en format Word, PDF, ou même directement un article sur Internet. La première option est en fait de commencer le projet à travers une série de questions guidées qui sont posées par l'intelligence artificielle. Notre équipe de consultants en e-learning a éduqué une partie de l'intelligence artificielle pour poser cette série de questions qui lui permettront de déterminer le type de projet le plus approprié sur la base des réponses que l'auteur va fournir. Ces questions couvrent les éléments clés tels que le sujet, le type de e-learning désiré, l'audience, la durée et tout autre détail qui vont faciliter la création d'un contenu pertinent. L'autre option dont je faisais allusion, qui s'offre à vous, est tout simplement de télécharger un fichier PowerPoint directement dans l'application.
Donc, dans un premier temps, l'intelligence artificielle séparera d'un côté toutes les parties écrites et de l'autre les images et les autres photos, et ainsi de suite. L'intelligence artificielle se servira ensuite de l'information contenue pour créer un premier projet e-learning. Donc, quelle que soit l'approche que vous aurez choisie, vous obtiendrez une première ébauche créée par l'intelligence artificielle avec un format e-learning sur les bases du modèle pédagogique AIDA, l'un des modèles pédagogiques de référence dans le cadre de la formation, qui est vraiment très utilisé par les experts en construction de modules, et avec une structure reconnue avec des chapitres, des pages et diverses interactions. Grâce à l'intervention de l'intelligence artificielle, même un contenu relativement plat pourra être transformé en une série d'interactions éducatives qui interpellent le lecteur à travers des interactions telles que des flipcards ou autres interactions ludiques. L'intelligence artificielle créera également des mini-questionnaires pour vérifier la compréhension du lecteur en proposant des séries de questions qui sont basées sur le contenu et en offrant les réponses correctes et incorrectes pour pouvoir soutenir l'auteur dans la création de ces questionnaires. Pour nous, ça c'est un exemple très pertinent qui démontre comment l'intervention de l'intelligence artificielle va aider à compléter une tâche extrêmement chronophage en quelques secondes. L'auteur garde la main à travers tout le processus, pourra choisir de suivre les recommandations ou d'ajouter ses propres questions. L'auteur peut aussi appliquer des règles plus strictes à tout questionnaire, le transformant ainsi en un test plus formel s'il le désire. Et comme Mathieu le mentionnait, si un projet a été créé de façon plus traditionnelle, un projet existant de façon beaucoup plus traditionnelle, l'auteur peut désormais faire appel à l'intelligence artificielle pour l'améliorer ou pour le renforcer. Les options offertes permettent d'ajouter de nouveaux éléments, tels que des mini-questionnaires, comme nous venons d'en parler. L'auteur pourra aussi faire appel à l'intelligence artificielle pour choisir des images ou des icônes qui correspondent au texte, depuis une banque de données que nous allons mettre à la disposition du client. L'auteur pourra bien sûr continuer à se servir de toute image ou vidéo qui sont déjà disponibles dans sa propre banque de photos et d'images. Une autre option est la création d'une introduction ou d'un sommaire basé sur le contenu. Et enfin, l'auteur pourra aussi demander à l'intelligence artificielle des recommandations quant à la structure même et au contenu pour que cela corresponde mieux à une certaine audience ou au sujet couvert. Carlos, il y a une demande d'Audrey. Je pense qu'il te sera relativement facile d'y répondre. Quel est le plus d'élucidat par rapport à ChatGPT ou aux outils d'intelligence artificielle générative habituels? Ça, c'est une première question. Oui. Donc, il y a deux points à couvrir dans cette première question. La première question, c'est sur la sécurité. Nos clients, on le sait, on va avoir un besoin énorme de sécurité, que ce soit sur la sécurité des données ou que ce soit sur la propriété intellectuelle. Donc, nous avons incorporé une version de l'intelligence artificielle dans un système complètement fermé de Elucidate. Vous n'aurez pas besoin d'accéder à l'Internet pour aller chercher le contenu et votre contenu créé ne sera pas partagé sur Internet. Ça, c'est un risque qui est inhérent à l'intelligence artificielle et que nous avons décidé de nous concentrer sur cette partie-là. La deuxième chose, c'est que l'intelligence artificielle que nous utilisons est en fait formée par nos spécialistes pédagogiques. Donc, les questions qui sont posées, les formats qui sont suggérés viennent directement de ces années d'expérience dans ce domaine spécifique. Très bien. Une autre question d'ailleurs, mais ça sera une réponse rapide, j'imagine. De même façon qu'il est possible d'importer des PowerPoint, est-il possible d'importer des fichiers Word? Oui, le fichier PowerPoint, c'était la première partie, parce que c'était la version la plus demandée. Mais dans la prochaine lancée, en début 2024, il y aura tout autre format pourra aussi être PDF et ainsi de suite pourra être importé. Merci Carlos. François, maintenant votre point de vue en tant qu'utilisateur d'un certain nombre de fonctionnalités qu'on a vues, ça se révèle positif, c'est mitigé. Quel est votre avis sur ce point de vue?
Sur cette option Create, donc qu'on n'a pas encore concrètement testé avec les pays, hein, puisque c'est donc en émergence. Moi, j'y vois immédiatement plein d'intérêts. Hein. Le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est donner potentiellement une seconde vie à des contenus qui étaient en déshérence depuis dans nos folders Drive. Le second, c'est quelque part d'offrir la possibilité d'avoir comment dire, une proposition de scénarisation ou storyboarding de contenus qui sont existants et donc à disposition je dirais d'un collaborateur qui n'a pas forcément une expertise en termes de production de contenu. Donc ça, c'est vraiment un outil de démocratisation. Le troisième point, c'est le temps. C'est le temps, c'est-à-dire que cette proposition est comme eu égard à la démonstration auquel j'ai pu assister est quasi automatique. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Ce qui est bien aussi, c'est que l'outil fait une proposition et de fait, l'intervention humaine reste essentielle, c'est-à-dire que évidemment que le concepteur va pouvoir y apporter sa touche personnelle et apporter toutes les modifications qu'il le souhaite. Donc ça, c'est vraiment très bien. Le point de vigilance que je noterai, c'est que quand on est sur, par exemple, un PowerPoint qui est, je dirais, calibré pour une formation en présentiel, on va avoir à l'intérieur de cette présentation-là des exercices sans doute proposés à l'apprenant qui sont propres à du présentiel. Quand on va avoir une proposition scénarisée de ce même contenu en module, e-module, qui par essence est un système auto-apprenant où, je dirais, on est face à son écran, on est dans on ne vit pas la même expérience. Et donc, je serais très curieux de voir comment certains exercices prévus en présentiel, comment sont-ils traduits en module e-learning pour effectivement que l'expérience reste tout aussi intéressante pour l'apprenant final. N'oublions pas que l'objectif de toutes ces formations que l'on dispense, c'est pas simplement, ce n'est surtout pas une approche alibi de dire j'ai proposé quelque chose. C'est que derrière, on arrive à de l'upskilling ou du reskilling, en tout cas, qu'on arrive à faire monter en compétences nos apprenants. C'est ça le but final. Et donc derrière, le support n'est qu'un outil qui nous permet d'accéder à cet objectif-là. Donc, il faut vraiment que la proposition de scénarisation et le e-module qu'on va obtenir à partir d'un PowerPoint nourrissent cette ambition au final et que derrière, le responsable de la formation soit en capacité d'écrire et de mesurer, je dirais, l'apport réel de ce nouveau support de formation. Voilà, je dirais le petit bémol que j'y mettrai, en tout cas le point de vigilance à vérifier. Autrement, effectivement, moi, j'y vois que des avantages en première lecture. Alors, évidemment, on peut se poser, avec tout ce qui vient d'être dit, la question des conséquences prévisibles sur l'emploi et les compétences dans la fonction L&D. Alors, je rappelle que dans l'onglet sondage, en fait, on a le sentiment que notre audience, là, n'est pas particulièrement, comment dirais-je, inquiète, notamment parce que en troisième position, les professionnels de formation seront capables de s'adapter aux nouveaux usages de l'IA. Donc ça, c'est évidemment une bonne nouvelle. Le métier du service de formation va devenir plus intéressant. En fait, très loin, des métiers de formation vont disparaître. J'ai quand même le sentiment que les gens qui sont en ligne aujourd'hui sont dans des métiers de la formation à valeur ajoutée telle que, sans doute, il y a une estimation de moindre menace par rapport à l'intelligence artificielle. Mais j'aimerais votre point de vue à tous les trois. Peut-être, Mathieu, toi, tu as une idée sur, comment dirais-je, sur l'évolution des métiers de la formation tels que tu les connais depuis maintenant de nombreuses années. Est-ce que tu penses qu'on a avec l'intelligence artificielle une innovation de rupture qui peut vraiment créer beaucoup de dégâts dans le monde de l'emploi formation ou pas? La formation à Elucidate avant l'IA, c'était déjà quand même une montée en compétences qui était assez rapide. Mais là, avec l'IA, c'est à peine crédible tellement c'est court. C'est-à-dire que les formations aujourd'hui, c'est 1 heure.
Et il y a, dans cette heure, il y a 30 minutes qui expliquent un peu je dirais les concepts, les principes, mais l'utilisation de l'outil est vraiment très, très simplifiée. Donc ça, c'est en termes de compétences, en tout cas, il y a une compétence qui devient très accessible. Après, je pense que du coup, ça donne du temps pour, je dirais, aller gérer d'autres tâches, peut-être à valeur ajoutée, comme la relation avec les métiers et la définition justement des projets, comme le disait François, de s'assurer des objectifs pour mettre le tampon sur les contenus qui méritent d'être déployés. C'est probablement voilà, plus de projets à gérer et puis du budget pour faire autre chose. Donc voilà, sur les compétences, un peu l'impact que je peux voir à ce stade. François, votre avis sur la façon... Là, on est sur les compétences autour de la création de contenu. Oui. Dans l'IA, après c'est vrai qu'on voit arriver des tas de choses. On a un autre partenaire technologique qui est plus spécialisé sur l'entraînement à la collaboration haute performance. Et en fait, l'IA arrive comme un coach pour aider à accomplir des missions, pour faire du feedback. Et puis, il y a une logique de savoir utiliser l'IA comme un nouveau collaborateur, en fait, quelque part. Donc ça, si on parle des compétences, en fait, du département formation et globalement de l'ensemble des collaborateurs dans une entreprise, c'est l'IA devient un collaborateur additionnel. Et donc, comment est-ce qu'on apprend à collaborer avec ce nouveau collaborateur, c'est-à-dire à la fois en termes de confiance et en termes de vigilance. François, l'IA, c'est un nouveau collaborateur qui va nous piquer notre job ou pas? Je suis, alors peut-être suis-je naïf, hein, mais j'ai le sentiment que non. D'abord parce qu'au niveau des formations, on va évidemment continuer à assurer des formations en présentiel et donc avec des formateurs physiques, parce que le lien direct est aussi est évidemment essentiel, notamment quand on parle de mise en pratique opérationnelle d'un certain nombre de notions. Donc là, je pense que c'est fondamental de le rappeler. Moi, je vois plutôt l'IA comme une opportunité, au contraire, chez nos collaborateurs, de monter en compétence sur des sujets qu'ils n'auraient pas forcément préemptés. C'est toujours plus compliqué quand on est responsable learning, de se dire je vais suivre une formation pour devenir concepteur de contenu, parce que ça va prendre du temps, parce que c'est un cursus qui est probablement long, parce qu'il faut s'acculturer à un outil, etc. Alors si effectivement on a une surcouche via Elucidate qui permet d'avoir des propositions de scénarisation et de storyboarding, eh bien sans doute que ça va me donner le goût à. Et peut-être que je vais être incité à creuser davantage. Et finalement, dans ma fonction, j'aurai plutôt l'opportunité d'upskiller, de gagner en compétences et donc de travailler mon employabilité. Donc là, j'y vois plutôt un vrai intérêt. Après, par contre, à l'extérieur de l'entreprise, je suis mal placé pour en parler forcément parce que il faut mesurer tous les effets de bord potentiels. Effectivement, via l'outil Autotrade, si l'ensemble des pays décident finalement de ne plus prester en local, il est fort à parier qu'il y ait des effets de bord effectivement sur les prestataires locaux, à moins qu'ils ne se redéploient aussi sur d'autres fonctionnalités. Donc, peut-être que ces effets de bord externes ne sont pas à négliger. En tout cas, en interne, pour l'instant, je ne vois pas de problématique liée à l'emploi, ou au contraire, une opportunité d'upskiller, de monter en compétences. Donc. Merci François. J'ai laissé au passage suffisamment de temps la planche que nous avons sous les yeux sur la nouvelle efficacité du Learning and Development avec l'IA. Donc vous avez eu tout le temps d'en prendre connaissance et peut-être d'en faire votre miel en la méditant post-webinaire. On arrive à la fin de notre webinaire. On a tenu 1 heure. J'avoue que je suis passionné par ce que j'ai vu. Ça me semble vraiment, vraiment remarquable et ça me confirme dans l'idée qu'on est vraiment rentré dans un nouvel âge de la production de contenu e-learning, de la traduction, etc. Et moi, je suis très optimiste aussi, comme
comme François et Mathieu sur la réorganisation des services formation dès lors qu'ils auront importé, je dirais, l'outil d'intelligence artificielle comme un assistant ou un nouveau collaborateur. Et voilà, je tenais à vous remercier tous les trois, messieurs, pour vos brillants exposés, les réponses que vous avez pu apporter. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, bien entendu, qui n'ont pas trouvé leur réponse à l'intérieur du chat. On a eu vraiment une audience super active, j'en suis vraiment heureux, avec un grand nombre de personnes aujourd'hui, preuve que vraiment ce sujet intéresse tout le monde. Évidemment, tous les participants peuvent maintenir un contact avec les speakers d'aujourd'hui. Je les remercie tous, les participants, les speakers, et je vous dis à très bientôt. Et vous recevrez de toute façon, encore une fois, le lien vers le recording de ce webinaire. Merci François, merci Mathieu, merci Carlos, et bravo. Merci Michel. Merci, et merci à l'audience pour les commentaires très sympathiques que vous avez envoyés. Un grand merci à François pour cette participation. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt.